Alors que l'horloge tourne vers le 9 février 2025, nous plongeons à nouveau dans les dynamiques changeantes entre la Fédération de Russie et l'Ukraine. Imaginez ceci, les lignes de front sont empreintes de tensions et de tumultes, s'étirant à l'ouest de la ville de Kurashu jusqu'au village de Dakhchian. Ici, la 150e division russe avance sans relâche, bien que lentement, avec des manœuvres stratégiques qui ont permis de capturer une partie du nord. Le 102e régiment russe se tient comme une force redoutable, sécurisant les routes au nord de la N1, marquant un gain stratégique pour la Russie, alors que près de 500 mètres de terrain dans une direction sud-ouest ont basculé en leur faveur. Malgré cela, l'assaut de Dekhny a un coût élevé, les soldats russes au sol subissant des pertes importantes. Les rapports suggèrent que contourner l'établissement sur les flancs pourrait offrir un avantage tactique, mais le commandement militaire reste ferme dans une approche frontale. Pendant ce temps, de l'autre côté de la rivière Vocher, le paysage reste largement inchangé entre Andriïev et Konchev-Chernko, avec des affrontements persistants. À Andriïevka, des changements potentiels sur le front sont anticipés, maintenant la situation dynamique et imprévisible. Avançons plus au nord d'Andriïevka, où la 90e division russe a lancé des attaques visant le fort Oblest-Dnipropetrovsk, après leur récente capture de Novo-Andriïevka la semaine dernière. Les objectifs militaires se concentrent sur le village de RBNE, où les troupes russes ont déjà fait des percées significatives. Les unités motorisées ont pénétré la partie sud de l'établissement, marquant un gain considérable avec des objectifs stratégiques en tête. L'avance russe ici a couvert jusqu'à 1,55 km dans une direction ouest, marquant un changement de la ligne de front. Le village de Sribne est maintenant presque capturé, avec seulement 5 établissements restants entre les forces russes et la frontière de l'oblest d'Dnipropetrovsk. Ces villages, Sapuigia, Preobragenka, Bordanka, Trutsk et Garisho, sont maintenant dans le collimateur, alors que l'armée russe vise leur capture dans les semaines à venir, préparant le terrain pour des batailles intenses autour de la ville de Pakrovsk. Sur le flanc droit de l'Ukraine, la situation reste stable et le flanc gauche reste silencieux, sans nouveau développement. Alors que nous sautons à travers la rivière Djereps, les zones entourant les villes de Krimina et Liman sont en effervescence. La 144e division russe a concentré ses efforts ici, visant le village de Kodiassi d'importance stratégique. Situé à l'ouest, Kodiassi se trouve dans une position précaire sur la carte, alors que les troupes russes naviguent à travers des terrains ouverts et des forêts, avançant de 1,25 km dans ces zones boisées. L'infanterie russe gagne lentement du terrain dans les étendues forestières du nord-ouest, bien que leur présence reste incertaine. Pour l'instant, cette zone est une zone grise, avec l'infanterie russe occupant les forêts frontalières près de Bilaïvka. L'avance russe continue vers le sud-ouest, avec jusqu'à 750 mètres sécurisés. Le petit village de Baorivka, avec son paysage déserté, n'est plus sous contrôle ukrainien, alors que les unités russes cherchent à établir un point d'appui et éventuellement à assaillir le village de Myrne. Ici, la ligne de front a de nouveau changé, marquant de nouveaux gains pour les forces russes qui poursuivent leur assaut à l'ouest de la rivière Chereps. Leur objectif ultime semble être l'approche stratégique vers le LAN, situé au sud-ouest. Dans un mouvement surprenant, des soldats ukrainiens ont signalé des attaques russes sur Yampolivka, située de l'autre côté de la rivière Jereps. Il semblerait que des unités russes soient entrées dans le village avec un soutien motorisé, déclenchant des conflits dans certains bâtiments. L'issue de ces escarmouches reste à voir dans les jours à venir. Alors que nous racontons les derniers développements le long du front russo-ukrainien, la nuit a été marquée par une attaque dramatique de drones ukrainiens sur le territoire russe, impliquant environ 75 drones. Le ministère russe de la Défense a signalé l'interception de 70 drones ukrainiens, dont beaucoup visaient les régions de Rostov, Volgograd et Astrakhan. Pourtant, tous les drones n'ont pas été interceptés, alors qu'un incident s'est déroulé à une raffinerie de pétrole appartenant au groupe Lukoil dans la région de Volgograd. Cette raffinerie, auparavant cible de menaces ukrainiennes, est située dans la partie sud de Volgograd. Des vidéos de témoins oculaires ont capturé le moment où un incendie a éclaté sur les lieux, officiellement confirmé par les autorités. Cependant, l'étendue des dégâts reste floue. Pendant l'attaque de drones, l'aéroport de Volgograd a été temporairement fermé. Un coup d'œil rapide à la carte d'information sur les incendies de la NASA révèle des points rouges près de la raffinerie, indiquant des incendies à 2 endroits.
La raffinerie de pétrole à Volgograd, une fois de plus, subit les frappes de drones ukrainiens. Bien que l'étendue précise des dégâts soit inconnue, des mises à jour sont attendues dans les jours à venir. De plus, les forces ukrainiennes ont réussi à cibler une usine de traitement de gaz naturel dans l'oblast d'Astrakhan. Cette installation, située près du delta de la Volga, au nord de la ville d'Astrakhan, appartient au conglomérat russe Gazprom. Des témoins ont partagé des vidéos montrant les conséquences de l'attaque, avec des flammes engloutissant des parties de l'usine. Les autorités locales ont confirmé que l'installation avait été touchée, bien qu'aucune victime n'ait été signalée et qu'il n'y ait eu aucune menace immédiate pour la population. Des efforts pour éteindre le feu étaient en cours, avec des rapports officiels indiquant des dommages à un système de traitement de condensat de gaz. En représailles, les forces armées russes ont lancé leurs propres frappes aériennes contre l'Ukraine, déployant 71 drones d'attaque, y compris les modèles Shahed 136. Malgré les efforts ukrainiens pour intercepter ces drones, en abattant 38 d'entre eux, l'attaque a causé des dommages dans plusieurs régions, y compris Sumy, Kharkiv et Tcherkassy. Les conséquences de ces frappes restent enveloppées de mystère, aucune des parties n'ayant divulgué d'informations détaillées concernant les victimes ou l'étendue des dégâts. Dans un tournant tragique des événements, l'armée de l'air ukrainienne a annoncé la perte d'un pilote de 24 ans, Ivan Bolatov, dont le chasseur Su-27 s'est écrasé sur le territoire ukrainien. La cause de l'accident reste floue, bien que des blogueurs militaires russes prétendent qu'il a été abattu par une chaîne de combat russe Su-35, utilisant un missile RR-R-37 MEM à une distance de 100 km. Ces affirmations n'ont pas encore été vérifiées de manière indépendante. Pendant ce temps, un incident a secoué la capitale russe, Moscou, lorsqu'un engin explosif a détonné dans un complexe résidentiel de luxe, blessant 5 personnes. L'une des victimes reste dans un état critique en soins intensifs. Parmi les blessés se trouve Arman Sarkisian, chef de la fédération de boxe de Donetsk. Sarkisian, qui a fondé un bataillon de volontaires nommé Arbat en 2022, a été activement impliqué dans la guerre russo-ukrainienne du côté russe. L'attaque soulève des questions sur les motivations potentielles, avec des spéculations indiquant une implication ukrainienne ou des conflits internes au sein de l'élite russe. Certains blogueurs russes ont fait écho à ces sentiments, suggérant que l'attaque pourrait être le résultat de luttes de pouvoir interne. Sur le front diplomatique, des nouvelles des tables de négociation émergent. Le président américain Donald Trump a récemment commenté les négociations en cours impliquant des parties russes et ukrainiennes, notant que le processus progresse bien avec une rencontre prévue pour les deux côtés plus tard dans la soirée. Trump a souligné des progrès significatifs dans ces discussions et a exprimé une volonté pour les États-Unis d'échanger une aide militaire contre des métaux rares, car l'Ukraine possède d'importants gisements de ressources précieuses comme le lithium et le titane. Selon un rapport de Reuters citant 2 sources anonymes, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont été proposés comme lieu de rencontre potentiel pour Trump et le président russe Vladimir Poutine. Les deux pays entretiennent des relations relativement favorables avec Trump et Poutine, ce qui en fait des lieux plausibles pour une rencontre initiale entre les deux dirigeants. De plus, le journal ukrainien New Voice a rapporté que l'envoyé spécial de Trump pour l'Ukraine, Keith Kellogg, devrait visiter l'Ukraine à la mi-février. Cette visite marquera sa première rencontre avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Selon le journal, Kellogg entrera en Ukraine quelque temps après le 11 février, puis se rendra en Europe pour d'autres négociations, participant finalement à la conférence sur la sécurité de Munich. À cette conférence, Trump, accompagné du vice-président J.D. Fay, est attendu pour participer. La conférence est prévue du 13 au 16 février, offrant une plateforme pour des discussions clés sur les questions de sécurité internationale. Ces développements présentent un tableau complexe du conflit russo-ukrainien, avec des dimensions à la fois militaires et diplomatiques qui se déroulent de concert. Alors que la situation continue d'évoluer, il est crucial de rester informé et engagé. Si vous avez trouvé ce rapport informatif et utile, merci de considérer de donner un pouce en l'air, de vous abonner et de partager cette vidéo avec vos amis et connaissances. Votre soutien est inestimable, alors que nous nous efforçons de vous apporter les dernières mises à jour des lignes de front et au-delà. Restez à l'écoute pour plus d'informations et d'analyses, et rejoignez-nous à nouveau demain soir pour une nouvelle mise à jour. D'ici là, passez une agréable soirée. Alors que nous continuons à naviguer dans l'entrelac complexe du conflit russo-ukrainien,
Il est essentiel de reconnaître les implications plus larges que ces événements en cours ont sur la scène mondiale. Les discussions récentes entourant les potentielles rencontres diplomatiques en Arabie Saoudite ou aux Émirats Arabes Unis mettent en lumière la danse complexe des relations internationales. Ces deux nations, avec leurs liens géopolitiques uniques, pourraient servir de terrain neutre pour des discussions entre le président Trump et le président Poutine. De telles rencontres portent en elles la promesse de remodeler les alliances et les stratégies, offrant une lueur d'espoir pour une résolution au milieu des tensions persistantes. L'éventuel échange d'aide militaire contre des métaux rares entre les États-Unis et l'Ukraine souligne un mouvement stratégique qui pourrait avoir des impacts à long terme sur l'économie mondiale et les équilibres militaires. Alors que les pays se disputent des ressources comme le lithium et le titane, qui sont critiques pour les avancées technologiques et les applications militaires, ces négociations soulignent la nature multifacette des conflits modernes, où l'économie, la technologie et la puissance militaire s'entremêlent. Au milieu de la diplomatie à haut risque, les histoires humaines sur le terrain restent des rappels poignants du coût du conflit. L'accident tragique impliquant le jeune pilote ukrainien Ivan Bolatov sert de rappel poignant des sacrifices personnels endurés par les individus pris dans le feu croisé. Sa perte, comme tant d'autres, peint un tableau vivant du coût humain de la guerre, s'étendant au-delà des stratégies géopolitiques pour toucher la vie de nombreuses familles et communautés. L'incident explosif dans le complexe résidentiel de luxe à Moscou ajoute une autre couche d'intrigue, reflétant le potentiel de conflits internes au sein de la Russie. Alors que les autorités enquêtent sur les motivations derrière l'attaque, la possibilité de conflits internes au sein de l'élite russe, comme le suggèrent certains blogueurs, ne peut être écartée. De telles dynamiques internes pourraient influencer le paysage géopolitique plus large, ajoutant de la complexité à une situation déjà délicate. En approfondissant ces récits, la résilience et la détermination des personnes impliquées sont à la fois inspirantes et sobres. Des stratèges militaires et diplomates aux citoyens ordinaires d'Ukraine et de Russie, chacun joue un rôle dans ce drame en cours. Leurs histoires de courage et d'endurance servent de puissants rappels de la capacité de l'esprit humain à persévérer même face à l'adversité. Alors que nous concluons cette exploration de l'état actuel des affaires, nous vous invitons à réfléchir aux questions plus larges que ces développements soulèvent. Comment, en tant que communauté mondiale, naviguons-nous dans l'équilibre délicat entre intervention militaire et résolution diplomatique? Quelles leçons pouvons-nous tirer de l'histoire pour guider nos actions dans le présent? Et comment pouvons-nous soutenir ceux qui se trouvent au milieu de ces conflits en veillant à ce que leur voix soit entendue et leurs besoins pris en compte? Votre engagement et votre soutien sont cruciaux alors que nous nous efforçons de fournir une couverture et une analyse complète de ces questions complexes. Nous vous encourageons à partager vos pensées et perspectives, favorisant un dialogue qui transcende les frontières et nous rapproche de la compréhension et de la résolution. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage et nous avons hâte de poursuivre la conversation avec vous dans de futures mises à jour. Restez informés, restez engagés et ensemble, travaillons vers un monde où la paix et la prospérité sont à la portée de tous.